J'essaye de configurer ma tête comme Ronaldo, et en fait, j'y arrive pas. Et en fait, je fais un malaise vagal avec mon fils qui a même pas un an dans la voiture, juste avant de prendre la bretelle d'autoroute. Je dis attends, je deviens fou, quoi. Maintenant, les athlètes qui viennent me voir, ils viennent me voir aussi parce que j'appartiens à aucun club. Comme footballeur égale pas très intelligent, bah en fait, les entrepreneurs, c'est des mecs super intelligents. Mais pas du tout. Les entrepreneurs, ils ont exactement les mêmes skills que toi. J'espère que ceux qui écouteront le podcast prendront autant de plaisir que ce que je suis en train de le faire. Franchement, c'est C'est top. cool. Salut Pierre, merci, merci Salut Maxence. pour être présent déjà, pour avoir accepté mon invitation. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on essayait d'organiser ce rendez-vous et je suis très content de te retrouver aujourd'hui et de reprendre aussi parce que avec un nouveau projet pro, Et ouais, pour comme toi. certaines personnes voilà, le savent, j'ai pris Hmm. quelques mois de pause vraiment pour rester focus et mettre toute mon énergie sur ce début de projet. Et maintenant, Félicitations d'ailleurs, hein. merci, c'est gentil, merci. Donc, tu es le premier du renouveau, disons, le premier du renouveau des invités. J'en ai plusieurs qui sont sur la liste. J'ai partagé ça et donc voilà, chaque semaine, je vais essayer d'enregistrer de nouveaux épisodes. Ok, cool. Est-ce que tu pourrais te présenter? La première question pour qu'on puisse savoir un peu plus d'où tu viens. Je m'appelle Pierre Armand, donc je suis préparateur mental auprès des athlètes de haut niveau depuis 2017. En fait, j'ai commencé bien avant, mais sans savoir, je faisais déjà de la préparation mentale. Donc depuis 2017, et j'accompagne essentiellement les footballeurs pros à développer une meilleure santé mentale, en fait, à se comprendre beaucoup mieux en vue d'une meilleure performance. Qu'est-ce qui Et t'a au-delà amené de... à ça, du coup, parce que tu dis que tu en le faisais depuis longtemps. Est-ce Ouais. que toi, dans ta carrière, ça, c'est des choses qui... Alors en fait, déjà, à la fin de mes études, j'ai fait le master STAPS. À la fin de mes études, c'est le moment où j'ai choisi de quitter Paris pour venir vivre à Nice et où j'ai monté mon premier studio de préparation physique, mais qui était déjà axé sur la santé. En fait, c'était la suite du kiné. Donc on avait des personnes de plus de 40 ans qui venaient pour améliorer leur santé physique. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à accompagner donc des sportifs, puis des sportifs de haut niveau, puis tu vois par exemple le petit Quartararo qui est champion du monde en MotoGP, il venait l'été s'entraîner puisque son père a son magasin juste à côté de chez moi, et je l'avais en préparation physique. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que ben, les athlètes, à la fin de chaque séance et même pendant, ils avaient plein de questions mais qui n'avaient rien à voir avec le physique. Comment est-ce que je peux faire pour avoir plus de confiance, pour mieux gérer la pression? J'ai trop de stress, ça je le gère moins bien. Il y avait que des questions comme ça. Et je me rendais bien compte que ce qu'on avait vu à l'université, alors il y avait des bases de la psychologie du sport, mais c'était pas suffisant. Et en fait, c'est au même moment où moi, je traversais une période où je coachais entre 60 et 70 heures par semaine dans mon studio, ce qui était peut-être trop déjà à l'époque. Et en fait, sans le savoir, je commençais à faire des malaises à répétition et j'ai fait ça quasiment pendant un an. Donc les médecins trouvaient rien, je faisais des malaises vagos à répétition. J'en faisais un, deux, quelquefois dans le tram, j'en faisais le matin en arrivant, j'en faisais quasiment un ou deux par jour. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide de... Ma femme est italienne, donc on part pendant les fêtes en Italie et en fait, je fais un malaise vagal avec mon fils qui a même pas un an dans la voiture, juste avant de prendre la bretelle d'autoroute. Donc j'arrive à mettre un coup de volant, je m'arrête juste avant, donc je fais bien de ne pas prendre la bretelle d'autoroute, je m'arrête juste avant au rond-point, on change, ma femme conduit, on part à Milan, je dors tout le week-end, et quand on rentre, je mets la télé, j'allume la télé, et je tombe sur les nouveaux métiers du foot. Et là, je tombe sur préparation mentale. Et là, ça fait switch, je me dis, OK, il faut que je change de vie. Et entre les athlètes que j'ai et qui me posent que des questions liées à déjà leur mental et moi qui le vis personnellement, ben, je décide de me former à la préparation mentale en 2017, et ensuite c'était parti. Génial. Bah, ça Hmm. permet d'en savoir un peu plus, cette histoire. Tu réponds du coup un petit peu à la première question que j'avais, qui était pourquoi vraiment a-t-on besoin d'un préparateur mental du coup? Pourquoi les sportifs OK. en ont besoin? Ok, pour les athlètes, alors je dirais même tout le monde, mais si on va parler essentiellement des athlètes, la principale raison, c'est que toi qui es dans la préparation physique, tu le vois bien, lorsque tes athlètes ont besoin de se reposer ou de couper, une fois qu'ils font 2 heures de préparation physique par jour, ce qui peuvent tenir quasiment pendant un an, ils ont besoin de se reposer. Donc ils vont couper, ils vont faire autre chose. En préparation technique, dans la récupération, c'est exactement pareil. Ils sont capables de tenir, quand je les questionne, en moyenne, allez, 2, 3 heures par jour sur une année complète. Mais quand ils ont besoin que ça s'arrête, ils font autre chose. L'autre bonne nouvelle, c'est que tu dors en moyenne 7, 8 heures par jour. Donc ça veut dire que ton cerveau, lui, il est allumé 18 heures par jour.
Et quand je leur pose la question, comment tu fais quand tu veux que ça s'arrête de mouliner, c'est impossible. Donc la seule question à laquelle tu as besoin de répondre, c'est sur ces 18 heures, comment je peux faire pour apprendre, non pas à arrêter mon cerveau, mais à mieux le maîtriser. Et c'est l'objectif de la préparation mentale, c'est permettre à ces jeunes athlètes d'avoir suffisamment de recul pour que ces 18 heures, ils apprennent à mieux les maîtriser. Donc c'est en ça que pour moi, la préparation mentale est vraiment partie intégrante de toute la préparation mentale de l'athlète dans les 4 piliers de la perf: le physique, le mental, l'hygiène de vie et le technique. Du coup, j'imagine que dans tes interventions, tu dois avoir quand même aussi cette expertise assez large via la préparation physique aussi, mais l'hygiène de vie, la préparation mentale, la prise en charge et les conseils sont assez ouverts sur l'ensemble des piliers de la perf. Je dirais pas que. Alors, oui, je comprends peut-être mieux que d'autres les problématiques physiques d'hygiène de vie que peuvent vivre les athlètes, certes, parce que j'ai fait précédemment, mais je t'avouerai que je l'utilise très peu parce que je sais qu'en général, ils sont très bien entourés. Dans les clubs, les gens sont très performants. Ils en connaissent largement plus que moi sur leur préparation, enfin, chacun dans leur domaine. Et donc, j'essaie de rester un maximum dans ce domaine spécifique de l'accompagnement mental et de pas trop m'orienter vers d'autres domaines que je connais moins bien ou là où je me sens moins expert, même si je l'ai fait avant, quoi. Ok. Euh, Maintenant, tu travailles du coup quasiment exclusivement avec des athlètes, des joueurs de foot pro ou d'autres disciplines. Est-ce Alors, que on va dire à 90%, et ensuite des athlètes, ben, cet été qui avaient fait les JO ou les Jeux paralympiques, on va dire 10% d'autres sports, mais à 80-90% de footballeurs. Tu vois, là, dans l'équipe, on accompagne chaque année une trentaine de joueurs. Donc, moi, je m'occupe d'une quinzaine, vingtaine de joueurs, et l'autre partie de l'équipe s'occupe essentiellement les jeunes joueurs. D'accord. Et tu parlais de la population générale parce que, a priori, tout le monde pourrait avoir besoin de ce genre de conseils et de ce Mm. suivi, qui en France d'ailleurs, enfin, on y reviendra, hein, mais est Ouais. un peu mal vu, euh, Encore un peu tabou, ouais. encore un peu tabou. Pourquoi tu travailles exclusivement avec des athlètes et pas forcément avec la population générale? Euh, j'ai eu la chance dans mon premier métier, comme je te le disais, hein, j'avais un studio où, dans le sport santé, je travaillais vraiment avec monsieur et madame tout le monde. Les personnes venaient pour différentes limitations, qu'elles soient physiologiques, qu'elles soient articulaires. Et, et ça m'a plu de travailler avec cette population, mais moi qui suis un vrai passionné de sport et surtout de foot depuis que je suis tout petit, euh, j'ai eu la chance de jamais perdre cette passion-là, de toujours jouer. Je joue encore aujourd'hui, tu vois, même si c'est avec les vétérans, je joue encore. Euh, j'ai senti que quand je me suis formé en préparation mentale, très vite, j'avais cette envie tout de suite d'aller vers les athlètes et surtout les footballeurs, parce que c'est ce qui me plaisait. Même si dans les formations que j'ai passées, souvent ça peut être un biais, moi je trouvais ça un avantage, mais pour beaucoup de profs, c'était un biais. Pensez de surtout pas travailler avec le sport que vous connaissez le mieux. Et moi je pensais justement que c'était l'inverse, parce que c'est parce que je connais bien, surtout le monde amateur, j'ai jamais fait une carrière professionnelle, mais cette passion que j'ai toujours gardée, j'ai voulu la conserver dans le foot. Et en fait, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que il fallait trouver des stagiaires pour valider le diplôme. Et je connaissais quelques joueurs ici, un de l'OGC Nice qui finissait sa carrière, qui était passé par là, Joanne Odell, et on a commencé à travailler comme ça. Et puis de fil en aiguille, les différents athlètes sont venus, puisque j'ai la chance à Nice d'être entre Nice et Monaco. Donc assez rapidement, j'ai eu des athlètes qui sont venus au cabinet. Et ensuite, ça s'est développé comme ça. Donc pour répondre à ta question, oui, c'est ce qui m'a le plus passionné. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de travailler le plus possible avec les athlètes qui me passionnent. À 80-90% de footballeurs, mais lorsque le projet m'intéresse et que le mec a une histoire différente, je fonce tout de suite dans les différentes activités, qu'elles soient olympiques ou pas. Génial. Et donc, ta particularité, c'est d'être vraiment sur de l'individu et extérieur au club, à des structures. Ouais. Il y a certaines structures qui ont leurs préparateurs mentaux dans la structure, du coup, dans le club. Quelle différence majeure tu trouves dans les deux types d'interventions? Je pense que les deux sont complémentaires, déjà. Euh, je pense pas qu'il faille avoir juste un préparateur mental externe au club et d'autres diront, bah non, c'est mieux qu'il soit interne au club. Les deux se valent. Maintenant, les athlètes qui viennent me voir, ils viennent me voir aussi parce que j'appartiens à aucun club, à aucune structure. Donc, je connais pas leur entraîneur, je connais pas leur agent, je connais pas leur directeur sportif, je connais pas le club particulièrement, comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de biais.
Et c'est en ça que j'ai fait ma spécialité, c'est que j'appartiens à personne. Maintenant, je reste ouvert, tu vois, j'ai eu différentes propositions, mais ce qui, moi, m'a toujours passionné, c'est de rester externe au club. Euh, c'est ce que j'essaie de conserver. Je pense que dans les années futures, pourquoi pas travailler avec des clubs, mais en restant externe. Je me vois pas aujourd'hui, tu vas être salarié à part entière dans un club. On me l'a proposé dans un club pro. J'ai refusé parce que je disais au directeur sportif, bah, en fait, moi, travailler dans ton club juste parce que j'ai le logo et l'écusson sur mon t-shirt fait. Je pense pas qu'il y aura plus de joueurs qui viendront, même si la personne qui était là avant, c'était un préparateur mental ou un psychologue. Les joueurs se plaignaient parce qu'ils n'y allaient pas. Aujourd'hui, est-ce que tous les joueurs travaillent? Non. Est-ce que ça fait encore peur? Oui. Euh, je pense que la voie pour que ce soit de moins en moins tabou, ben, c'est d'être extérieur à ça, de ne pas avoir de biais, le temps que la confiance se crée. Parce que c'est ça le plus long, comme dans tous les métiers, c'est de créer une confiance avec l'athlète et ensuite peut-être rentrer dans le club de manière, dans un deuxième temps, peut-être salarié. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse. Ouais, comme tu dis, ça nécessite une neutralité, une confiance qui se construit aussi dans le temps. Ouais. Et c'est pas forcément euh, instinctif ou direct si tu es dans le club. Ça se construit aussi. Mm. Et peut-être que les joueurs sur les sujets que tu abordes et ce côté tabou-là, le fait d'être un peu plus neutre favorise peut-être les choses. Enfin, voilà. Alors certes ça, et puis moi je prône avant tout l'autonomie de l'athlète, qui puisse développer ça, et on les invite en fait pour être performants. On demande, qu'est-ce que demande le coach? D'être le plus autonome possible sur le terrain. Mais pour autant, on remarque que ces jeunes joueurs, très peu sont autonomes. Liés à l'environnement, liés à toutes les pressions médiatiques et financières qu'il y a, ils sont très peu autonomes. Et ça m'est déjà arrivé certaines fois avec des agents qui me disent, bah, moi j'aimerais bien que tu bosses avec mon joueur, donc je leur explique ma façon de bosser et que je prône surtout l'identité de l'athlète à travers une certaine autonomie, en leur disant bien que à la fin de l'accompagnement et peut-être même au milieu, il sera beaucoup plus autonome dans sa vie perso, dans son couple, avec ses agents, avec son club, avec sa diététique, dans tous ces domaines de sa vie, il va devenir beaucoup plus autonome. Et certains agents m'ont dit, attends, c'est-à-dire quand tu parles d'autonomie, de quoi tu parles concrètement? Donc quand je rentre dans le vif du sujet, ils disent, non, non, mais moi, c'est même pas la peine, hein, mon athlète, j'ai pas envie qu'il devienne plus autonome. Je t'appelle pour qu'il soit juste meilleur sur le terrain, mais pas qu'il soit plus autonome dans notre relation. Ça me suffit comme ça. Donc avec eux, je travaille pas. Hmm. C'est la vision court terme et long terme aussi qu'on peut avoir sur de la formation aussi. Et c'est le cas sur des Et joueurs seniors aussi, hein. bien sûr, Euh, je viens sur un article que beaucoup de monde a vu passer il y a 2 semaines, sur la préparation mentale chez les Bleus au féminin. ouais. Et du coup, le sujet vraiment encore tabou en France, où on évoquait la différence avec les autres pays. Est-ce que tu peux rebondir ou parler de ton expérience par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays et la problématique qui peut résider encore en France sur ces attaches-là? Je pense que c'est lié à notre histoire aussi. France 98 s'est construit. La majorité des athlètes n'étaient pas dans le championnat de France. Je crois que c'était plus de 90%. Ils étaient tous dans les championnats italiens, espagnols, anglais. Donc on peut se demander qu'est-ce qu'ils sont allés chercher de différent par rapport au championnat de France. Aujourd'hui, ça a tendance à se gommer, mais effectivement, c'est toujours tabou. Le sélectionneur en parle assez souvent, qui pour lui, c'est lui le premier préparateur mental de l'équipe. Et évidemment qu'il a raison, que le premier préparateur mental de l'athlète, je pense que c'est d'abord l'athlète lui-même. Et puis ensuite, il y a toute une sphère qui arrive autour. Il y a évidemment l'entraîneur, mais il y a le conseiller, il peut y avoir l'agent, il peut y avoir les parents, il peut y avoir la femme, il peut y avoir... Il y a tellement de personnes qui entrent en jeu dans la préparation mentale, dans l'optimisation de est-ce que je me comprends mieux que hier et de quoi j'ai besoin pour être performant ce week-end. Donc, en ça, est-ce que aujourd'hui, un préparateur mental ou un psychologue du sport a sa place dans un groupe? Oui. Dans beaucoup de pays, notamment en Italie, que je suis beaucoup, se développe de plus en plus. La part est vraiment de plus en plus importante. En France, est-ce que ça viendra? Je le pense aussi, parce qu'aujourd'hui, est-ce que l'entraîneur, si on prend le sélectionneur, il a le temps de faire des entretiens individuels, une, deux, trois fois par mois, avec chacun de ses athlètes? Je pense que non. Et est-ce que l'athlète, lui, il a un biais quand il parle à son sélectionneur? Oui, ce que me disent tous les joueurs, c'est-à-dire que c'est difficile de parler à l'entraîneur, de parler au staff, parce qu'on sait qu'ils sont dans un monde d'ultra-performance, que chacun veut sa peau tous les jours. Et donc,
quelquefois, ils peuvent se mettre en porte-à-faux lorsqu'ils vont s'ouvrir ou pas s'ouvrir. Donc, c'est toujours difficile pour eux de se placer avec un sélectionneur ou avec un entraîneur. Est-ce que je lui dis ce que je pense vraiment? Tu vois, j'avais le cas hier en séance d'un joueur qui me disait, mais si je lui dis ce que je pense vraiment, ce que j'ai sur le cœur, je sais que je joue plus jusqu'à la fin de l'année. Donc d'expérience, j'ai 30 ans maintenant, ben, je suis un peu plus lisse et je fais gaffe. Alors qu'avant, ça m'a valu de changer de club, ça m'a valu de plus jouer jusqu'à la fin de la saison et ça m'a construit en tant qu'homme. Et ces joueurs-là aujourd'hui font vraiment gaffe à ce qu'ils disent tout le temps. On le voit aujourd'hui avec les mecs qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent les grandes compétitions internationales. Ils font gaffe à tout ce qu'ils disent. Ce qui n'existait pas à l'époque de France 98. Il n'y avait pas autant, il n'y avait pas autant de médias, il n'y avait pas autant de ce tumulte perpétuel et quotidien. Donc aujourd'hui, je reste persuadé que la préparation mentale devient de plus en plus intéressante et presque obligatoire parce que toutes les semaines, on a des demandes de mecs qui nous disent, bah, en fait, moi, j'ai pas les armes. On me dit, en fait, c'est quoi le haut niveau? On leur demande un talent. La performance, si on la définit, c'est ça, c'est le talent moins les interférences. Sauf que moi, les interférences, je ne sais pas qui aller voir. Parce que ma femme, bah, elle m'aide un peu, mon agent, il m'aide un peu, le directeur sportif, bah, je ne peux pas trop lui dire parce que j'ai quand même un contrat à négocier, le coach, il n'a pas le temps, ou alors il y a pas de dialogue, ou quand il vient, c'est juste pour nous dire t'es titulaire, t'es remplaçant, ou est-ce que ça va bien en ce moment avec ta femme, ok, mais il n'y a pas vraiment de dialogue, ils savent pas où aller. Et dans ce milieu de la préparation mentale, on trouve de tout. On voit qu'il y a eu des différentes dérives avec certains athlètes qui sont allés voir des marabouts, qui sont allés voir des gens où quand ils étaient là, ils performaient, quand le gars n'était pas à côté du terrain, il performait plus. Donc c'est difficile pour un athlète aujourd'hui de savoir qui aller voir. Mhm. J'imagine que c'est aussi une histoire de génération, parce qu'on voit aussi pour rester dans le foot, dans les autres championnats, les clubs qui font confiance aussi à des jeunes entraîneurs. C'est le cas depuis quelques saisons en France, mais c'est aussi peut-être une porte d'entrée à s'ouvrir sur ce champ de compétences-là et de se dire que en fait, l'entraîneur à lui seul ne maîtrise pas tous les éléments et que comme il y a un préparateur physique, un entraîneur des gardiens, il faut aussi faire confiance à ce pilier de la préparation mentale. Ouais, bah, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est un athlète avec lequel on travaille tous les deux, euh, qui me l'a déjà dit, que lui, il sait qu'à la fin de sa carrière, ce qui le passionne beaucoup et de plus en plus, c'est son futur métier d'entraîneur. Donc, il est déjà en train d'y travailler. Et il m'a toujours dit, le jour où je deviens entraîneur, la première personne que je prends dans mon staff, en plus de classiquement la préparation physique, le kiné, c'est évidemment un préparateur mental pour qu'il vienne m'aider à ce que les joueurs se comprennent mieux eux-mêmes. Que moi, je les comprenne mieux, c'est mon job, mais que eux se comprennent mieux eux-mêmes, parce que je sais pour l'avoir testé dans ma carrière, que quand je suis devenu plus autonome dans tous mes domaines de ma vie et donc dans ma tête, je suis devenu plus performant sur le terrain et c'est ce que veut un entraîneur. Mm. Bah, ça me fait rebondir sur ça. Est-ce que tu as du coup déjà eu affaire à des coachs, à des entraîneurs qui t'ont sollicité ou est-ce que c'est que des joueurs? Parce que du coup, l'entraîneur peut aussi être impacté par ce rythme-là, Mm. ce manque de contrôle et de recul sur la situation, ce stress permanent. On en voit beaucoup du coup de coachs Ouais. qui parlent de leur santé mentale ces derniers temps. Exactement. Dans l'équipe, c'est sorti la semaine dernière avec Francaise qui parlait vraiment de toute cette difficulté. Et lui se fait aider. Il est allé voir plusieurs personnes différentes dans différents domaines, mais vraiment pour se faire aider et un peu mieux comprendre ce qui se joue en ce moment. J'ai déjà eu des demandes d'entraîneurs professionnels, non. J'ai déjà travaillé avec des entraîneurs de National à National 2. Ça, j'ai déjà fait. Très peu. Il y en a encore très peu. Mais je pense que c'est la prochaine skills qu'ils vont développer, c'est-à-dire mettre déjà sur eux-mêmes l'intérêt de faire de la préparation mentale et de se faire accompagner, parce que une fois qu'un entraîneur le teste sur lui et voit les bienfaits, il peut plus revenir en arrière. Il va avoir tous ces jours en disant non mais que ce soit moi, que ce soit le préparateur mental du club ou un sophrologue ou un psychologue allez bosser. Hmm. Parce qu'on demande à un athlète, c'est la plus grosse difficulté, on leur dit, bah, en fait les gars, vous avez entre 20 et 30 ans, ok, et on vous demande déjà d'avoir un recul sur la vie d'un mec de 50 ans. Alors oui, ils vont tous y arriver, mais la carrière dure que 10 ans, pour les meilleurs. Et pour beaucoup, la carrière dure beaucoup moins longtemps. Il y en a qui s'arrêtent très tôt.
Certes, ils ont commencé jeunes, mais il y en a qui finiront jamais professionnels. Et pour autant, s'ils avaient eu un accompagnement mental à un moment, peut-être pendant 6 mois ou pendant un an, est-ce que ça leur aurait ouvert différentes portes? Très possible. Ouais, non, c'est clair, je suis 100% d'accord avec ça. Euh, Comment un sportif peut contrôler ses réussites et ses échecs dans le sport? Ok. Comment est-ce qu'il peut contrôler ça? Je pense qu'il y a quelque chose qu'on leur explique très mal d'abord en centre de formation, c'est la différence entre ce que je maîtrise, ce qui dépend que de moi, donc un objectif de maîtrise, et un objectif de performance. Donc, eux sont très vite, depuis les U12, et ensuite quand ils rentrent dans la machine à laver U13, U14, jusqu'en haut, ils sont conditionnés par la performance tous les jours à l'entraînement, par les statistiques et le week-end. Combien de passes décisives, combien de kilomètres j'ai couru. Donc ils sont conditionnés par tous que des objectifs de performance. Et quand on va les questionner, j'adore faire ça avec les profils jeunes, au début quand j'ai commencé surtout, c'était tes objectifs que tu viens de me donner pour cette année, c'est-à-dire mettre 3 passes D et 5 buts, ça dépend que de toi. Et quand il comprend qu'en fait, son objectif, il n'y a rien qui dépend que de lui, parce que ça dépend des coéquipiers, enfin, il y a 15 trucs qui rentrent en jeu qui dépendent pas que de lui, et qui me dit, mais attends, t'es en train de me dire que ça fait 10 ans que je me fixe des objectifs tous les jours et je maîtrise rien. Bah ouais. Et en fait, je pense que c'est ça qu'on devrait expliquer très vite dans les centres de formation, c'est, OK, votre objectif, c'est d'aller tout en haut, mais commencez à maîtriser ce qui dépend que de vous. Déjà, si dans ta préparation physique, tu vas maîtriser ce qui dépend que de toi, et tu as un milliard de trucs à maîtriser déjà physiquement. Ensuite, dans ton hygiène de vie, ensuite, dans ta préparation technique, et ensuite, dans ta préparation mentale, qu'est-ce qui dépend que de toi? Bah, si tous les jours, quand tu te lèves, ton seul objectif, c'est d'apprendre à mieux gérer l'inconfort de toutes les émotions que tu vas vivre pendant ton entraînement, il y a de grandes chances que, au bout d'un mois, tu gères mieux ta gestion émotionnelle en match. Et normalement, tu performes. Mais c'est pas sûr. C'est ça toute la frustration. C'est que c'est pas sûr que même si tu arrives à progresser de 1% dans les 4 domaines de la perf, tu sois titulaire. Hmm. Si l'entraîneur te dit, bah en fait, j'aime pas ta gueule, tu joues plus, bah même si tu développes, et ça te servira sûrement dans un an quand tu changeras de club, bah pendant un an, tu joues pas. Ouais, c'est clair. Et sur cette fixation d'objectifs, parce que du coup tu l'évoques et Hmm. ça me parle, euh, est-ce que pour toi c'est plus dur de se fixer des objectifs quand on est dans une situation de réussite? Je prends l'exemple d'un joueur, tu parlais d'un centre de formation, qui arrive en centre de formation, qui est très en avance sur sa génération, sur sa catégorie d'âge, qui survole un petit peu sur ses années U13, U14, U15, et du coup qui est plus en difficulté sur les catégories supérieures ou début du monde senior. Quelqu'un qui a toujours été en réussite, il aura peut-être plus de mal, ou du moins tu me donneras ton avis, que quelqu'un qui a été en échec et qui doit du coup trouver les solutions et se remettre en question et se fixer des objectifs de maîtrise à court terme. Très bonne question. Si on peut faire le résumé, c'est en gros, je suis un talent inné et j'ai pas besoin de beaucoup bosser. Donc, je passe les années facilement, sauf que quand j'arrive devant le groupe pro, et là que j'ai besoin de bosser, en fait, j'ai jamais appris. C'est ça. Inversement, le profil un peu Koundé, où je partais jamais avec une longueur d'avance, mais par contre, j'étais celui qui bossait déjà le plus en U12 plus. Sauf qu'on se rend compte que il y a pas de vérité et il y a des profils. Je me souviens avoir bossé avec un profil qui était un jeune talent, qui avait signé très jeune en Angleterre et qui était vraiment très talentueux et qui vivait un peu cette difficulté de bah, je suis déjà dans le monde pro depuis déjà 5 ans et en fait tous les entraîneurs me disent que bah, je suis un peu nonchalant, que j'aime pas me un peu profil Cherki, c'est pas lui mais un peu ce profil-là. J'ai besoin de me rentrer dedans souvent et j'ai jamais été habitué à le faire. Sauf qu'il y a aussi des mecs qui sont comme ça et qui, une fois qu'ils le comprennent et qui mettent des mots sur ce fonctionnement qu'ils ont depuis tout petit, un peu comme s'ils avaient une règle du jeu qui était différente des autres, ils arrivent à la switcher. Mm. Certains vont jamais arriver et malheureusement joueront au même niveau toute leur carrière. Et c'est OK. Mais il y en a d'autres qui sont capables, même s'ils n'ont jamais été habitués à se rentrer dedans toutes les semaines, peut-être même tous les jours, comme un Koundé, si on peut dire, ils y arrivent quand même. Mm.
Donc, c'est intéressant. C'est la difficulté aussi d'intervention et de connaissance de soi. Euh, Comment, de manière générale, quand un joueur vient te voir, d'ailleurs, ça m'intéresse aussi de savoir comment, maintenant que tu es un peu connu et que le réseau se fait, mais comment ça fonctionne généralement? C'est le joueur qui te contacte, l'agent, parfois le club, et dans un deuxième temps, comment tu abordes ensuite le premier entretien avec les joueurs? Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question parce que je crois qu'il y a le micro qui a bugué un moment. D'accord, pas de souci. Je reprenais en te disant, de manière générale, enfin, comment les joueurs arrivaient à toi? Est-ce que c'était du coup via ton réseau et l'expérience des années, ou maintenant est-ce que c'était les joueurs qui te contactaient eux-mêmes, parfois les agents, parfois les clubs? Et dans un deuxième temps, comment tu abordes le premier entretien avec eux? Ok. Alors aujourd'hui, c'est 50-50. 50, c'est parce que c'est les joueurs qui en parlent entre eux. Ils se connaissent quasiment tous. Euh, les joueurs qui se connaissent entre eux, bah tiens, moi, ça m'a aidé au travers d'une discussion avec un pote, bah tiens, appelle-le. Donc souvent, c'est le joueur qui me contacte lui-même pour 50%, via les réseaux sociaux, via le site internet, bah, c'est les joueurs. Les autres 50%, c'est très rare que ce soit le directeur sportif, ça arrive, quelquefois le directeur sportif qui m'appelle, tiens, je sais que tu as bossé avec tel joueur, j'aimerais bien que tu essayes avec tel joueur parce que je pense que ça l'aiderait, ça c'est rare. Mais l'autre moitié, je dirais que c'est les agents qui, une fois que tu travailles avec un joueur dans son agence et que l'agent voit que l'athlète reperforme, bah forcément, il se dit, écoute, l'autre joueur que j'ai qui n'est pas dans une très bonne période ou justement qui est dans une bonne période mais qui pourrait aller chercher plus haut, je dirais qu'aujourd'hui, c'est 50-50. 50 les joueurs eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 ans, hein. Il y a encore 3-4 ans, personne ne me contactait et c'était essentiellement via les agents. Les joueurs en parlaient très peu, tu vois. Aujourd'hui, enfin, c'est de moins en moins tabou. Au JO, on en parlait tous les jours. Il n'y avait jamais une seule journée sans qu'il y ait un article ou sans qu'il y ait une vidéo sur la santé mentale et sur ce que ça m'a apporté, la préparation mentale. Aujourd'hui, on voit que quasiment dans le football, alors je dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines, il y a un article sur les entraîneurs et leur santé mentale, sur les joueurs, sur toutes ces dynamiques. Donc aujourd'hui, c'est sûr que je dirais moitié-moitié, tu vois. D'un côté les joueurs, de l'autre côté les agents. Et tu me posais la question sur la première séance. Aujourd'hui, ce que je fais sur la première séance, c'est connecter avec l'athlète, comprendre sa demande. Euh, on parle pendant 5 minutes de foot, parce que c'est souvent la première question. Mais dès qu'on gratte un peu, c'est jamais sur le foot qu'il veut vraiment bosser, c'est sur ses propres règles du jeu qu'il a depuis qu'il est tout petit et qui aujourd'hui le limite. Et il se dit, bah tiens, cette question que tu viens de me poser, bah, je me l'étais jamais posée de cette façon-là. Et si j'essaye d'y répondre, bah, ça m'ouvre une nouvelle perspective. Et c'est l'objectif de la première séance. J'ai pas une première séance qui est fixe pour tout le monde, avec ce que moi j'avais appris à l'université où tu essaies de poser un maximum de questions pour valider des cases et cocher des cases. Non, aujourd'hui, je le fais beaucoup plus sur la compréhension de l'athlète. Mon seul objectif quand je fais la première séance, c'est pas que l'athlète bosse avec moi pendant 2 ans, c'est lui apporter un maximum de valeur pour qu'à la fin de la séance, ils se disent, ah ouais, ça, je ne l'avais pas capté encore de cette façon-là. Donc, si en une séance, j'ai capté ça, que je n'avais pas encore capté depuis 10 ans, 15 ans de carrière, il y a de grandes chances que une, deux, 3 fois par mois, j'aille beaucoup plus vite et plus loin et mieux. Et ça, généralement, c'est des états que tu fais émerger chez l'athlète, des réflexions, des remises en question, ou c'est toi qui leur apportes vraiment des perspectives auxquelles ils n'avaient pas forcément conscience. Ben, si tu veux, aujourd'hui, je pense que la clé d'un préparateur mental, un bon préparateur mental, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est capable de capter ce qui se passe au travers de perceptions de l'athlète, à travers différentes questions, de poser plein de questions différentes pour que c'est pas enfin, le préparateur mental, c'est pas celui qui va se poser la meilleure question ou qui va poser la meilleure question à l'athlète. C'est celui qui est capable de capter à travers différents feedbacks de ce que vit l'athlète au même moment, de lui poser différentes questions qui lui vont lui amener devant des portes. Et c'est lui qui choisit de les ouvrir ou pas. Mais quelquefois, tu as des athlètes qui ils voient bien la porte devant, mais c'est pas le bon moment, ou c'est encore peut-être trop émotionnel pour eux de l'ouvrir.
Et c'est OK. Et c'est là où le travail devient intéressant, de lui poser des questions différentes pour que lui, il aille ouvrir d'autres portes qui lui permettront d'aller enfin ouvrir celle-là pour avancer plus vite ou d'avancer plus loin. Mm. Ouais, et puis ce qui est beau dans ce que tu racontes au final, c'est le chemin que va faire l'athlète Mm. dans sa construction. C'est pareil sur sur du développement physique. Moi, je le dis souvent à mes joueurs aussi. Tu parlais d'autonomie tout à l'heure. Ben, en fait, c'est le chemin qui va être intéressant. C'est tout ce qu'on va Ouais. leur apporter chaque jour et voir le développement et comment ils vont mettre en place toutes ces stratégies pour au final comprendre les choses et après essayer de faire des liens entre tous les éléments qu'ils ont appris. Euh, Tu parlais de la fixation d'objectifs tout à l'heure. Ouais. Sur quels autres aspects mentaux tu interviens généralement? Bah, si tu veux, euh, la fixation des objectifs est une séance centrale parce que c'est là où l'athlète comprend un peu mieux. Souvent, en fait, à 90%, les athlètes qui démarrent un accompagnement, ils ont besoin d'abord de réparation. Il n'y a encore que seulement 10% des athlètes, ça tend à augmenter, qui nous appellent pour de la préparation. C'est-à-dire, je suis au top, tout va bien, je performe, mais je me dis, est-ce que si je bosse ça, je peux aller plus loin? Ça, c'est seulement 10%. Donc 90% des athlètes, très souvent, qu'ils aient 20 ans, 25 ans ou 30 ans, ben, je vis tellement de frustration depuis beaucoup de mois où je me suis blessé, ou alors j'ai plus la flamme. Je viens de voir, parce que j'en suis là, qu'est-ce que j'en fais? On m'a dit que ça allait me faire du bien, j'ai besoin de la réparation. Donc, il y a tout un travail de réparation. C'est pour ça que dans tout cet espace, j'utilise très peu d'outillage. Tu sais, les outils qu'on a vus beaucoup à l'université, j'en travaille très peu, qui viennent ensuite dans un deuxième temps. Quand on démarre ensuite tout le cycle de la préparation mentale, là, des outils deviennent super intéressants. Ils vont pouvoir les utiliser, les tester et ensuite les individualiser pour qu'ils soient capables de le faire en temps réel. Mais aujourd'hui, j'en suis beaucoup revenu à l'utilisation des outils parce que je voyais bien que j'impactais très peu les, la performance de l'athlète et sa vie quotidienne à travers les outils. Je te donne un exemple concret. Mhm. Euh, Cohérence cardiaque, qui est un outil classique de respiration, ok? Apprendre à l'athlète à être plus cohérent, par exemple avant un match, par exemple avant un penalty, avant un coup franc ou à la mi-temps. Je me suis rendu compte que ils arrivent à l'utiliser, mais les différentes portes dont on parlait tout à l'heure ou les blocages qu'ils rencontrent, bah, ils continuent à avoir exactement les mêmes. Et au bout de 3 mois, ils me disent, eh, je me sens mieux, je suis plus détendu, mais pourtant, je sens qu'il y a toujours un truc qui bloque au plus profond de moi. J'ai toujours cette espèce de syndrome de l'imposteur, où j'ai toujours cette frustration avec l'entraîneur, où j'ai toujours ce manque d'estime de moi, ce manque de confiance. Et ça, c'est ce qui m'a, je pense, limité avec tout le travail universitaire. Aujourd'hui, je dois garder 60-70% de ce que j'ai appris à l'université. Mais à côté, je suis allé me former dans plein d'autres domaines, notamment dans le coaching en entreprise pour mieux comprendre ce que font les meilleurs dirigeants, les meilleurs chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, je fais vraiment un mix de ça et j'en suis beaucoup revenu à l'utilisation pure et simple d'outils, mais beaucoup plus sur le travail identitaire de l'athlète. Qui je suis, au plus profond, parce qu'il y en a très peu qui savent exactement qui ils sont, qui je suis, qu'est-ce qui est naturellement important pour moi tous les jours. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, quand je vais m'entraîner le matin, je mange au club, je fais mes soins, je rentre chez moi et je suis chez moi à 15 heures. On m'a fait croire que de 15 heures à 23 heures, fallait que je récupère. Mais j'en suis incapable, parce que je mouline. Et qu'est-ce que je fais pendant que je mouline? Ben, en fait, c'est de la faute de l'entraîneur, ben, je suis frustré. Et en fait, je vis tellement depuis 10 ans qu'aujourd'hui, je deviens fou. Et en fait, on me dit, ouais, non, mais arrête de penser, tout va bien se passer, ton contrat est bien, tout roule. Et en fait, on a beau lui taper sur l'épaule et que l'entraîneur lui dise, non, mais t'inquiète, tout va bien. Lui, toutes les après-midi, il bug. Et Ouais. lorsque l'athlète arrive à se reconnecter à bah tiens, finalement, je me rends compte que moi, ce que je kiffe aussi l'après-midi, tu vois, j'ai un athlète, c'était faire des échecs. Un autre, c'est lire des mangas. Un autre, c'était bah, aller connecter avec des gens, des milieux entrepreneuriaux différents. L'autre, ça va être gérer à distance. Alors ouais, je suis dans un autre pays, je suis en Turquie, je suis en Espagne, mais gérer mon futur. L'autre, ça va être reprendre le fil de ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire sa carrière d'entraîneur après. En fait, ils arrivent à s'autoriser à nouveau à, OK, en fait, le foot, c'est une partie de ma vie.
C'est une partie de ma journée. Mais de 15 heures, même quelquefois de 14 heures à 23 heures, waouh, j'arrive à faire un milliard de choses. Et c'est en me nourrissant d'autres choses qui profondément sont vraiment importantes pour moi, bah, que bizarrement, tiens, je suis plus détendu quand je vais à l'entraînement. Tiens, avec ma femme, je suis vraiment plus tranquille. Tiens, je suis moins frustré, ou en tout cas, je le gère mieux. Puis, ah bah, du coup, je suis plus performant. Ah bah, du coup, je suis ah ouais, ça marche. Et en fait, le fait de faire ça, ils se disent, ah mais en fait, on va essayer de me fabriquer un espèce de robotype comme Ronaldo où je dois manger, dormir, football tous les jours, mais j'en suis incapable parce que moi, j'ai jamais eu la vie de Ronaldo petit. Moi, j'ai une vie un peu normale, j'ai une famille normale, j'ai eu un centre de formation normal. En fait, j'ai une carrière normale. Aujourd'hui, je joue en Ligue 1, Ligue 2, c'est normal. Mais moi, ma vie de 15 heures à 21 heures sur le canapé devant Netflix, j'en suis incapable. Et on me fait croire que c'est ça que je devrais faire avec mes bottes de compression. Mais au secours, j'arrive pas. Ouais, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et tu- c'est, c'est, c'est hyper intéressant. J'ai plein de questions qui me viennent en tête. C'est les exemples que tu donnais là, tu vois, le joueur qui a reconnecté, disons, avec les échecs ou les mangas, etc. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles les joueurs s'étaient oubliés ou c'est toi qui leur as fait euh, ben, reprendre conscience de choses, de passions qu'ils avaient aussi à côté? Ou est-ce que voilà, c'était des choses dont ils se rendaient même pas compte que ça leur plaisait ou quoi? Les deux. Certains se rendaient même pas compte en fait, ils sont pas frustrés par l'entraînement du matin, ils sont frustrés de s'emmerder toute la journée. Mais parce que dans leur éducation, ils ont jamais été habitués à s'emmerder. Et aujourd'hui, un jeune qui fait centre de formation, il a très peu de temps de récupération, très peu de temps où en fait il peut laisser libre cours à son imagination. Et du jour au lendemain où il devient pro, on lui dit bah maintenant mon gars, tu t'entraînes que le matin. Et en fait, l'après-midi de 14 heures à 23 heures, tu peux faire ce que tu veux. Hmm. Alors au début, ils adorent, hein, ça passe 1 an, 2 ans. Mais quand la carrière dure, ils disent mais attends, mais je vais faire ça toute ma vie, Netflix, c'est compliqué. Moi, j'ai jamais été habitué à faire ça. Alors au début, ils font quoi? Ils prennent un peu un livre, après ils font un truc, et puis en fait, ils se rendent compte, ils font plein de petits trucs, mais qui les nourrit pas. C'est ça le problème, c'est que ça les nourrit pas. Hmm. Et quand ils se disent, attends, mais finalement, j'ai toujours voulu reprendre mes études dans le management, bah tiens, je peux m'inscrire en fait. Ah mais ça me plaît. Bah tiens, ça, je continue. L'autre, c'est, euh, bah, je me suis rendu compte, tu vois, j'avais bossé avec un mec qui s'était rendu compte que ce qui lui plaisait au plus profond, celui qui faisait des échecs, c'était pas tellement de jouer aux échecs tout seul parce qu'il peut jouer en ligne. Ça, il le faisait de temps en temps. Mais c'était d'aller connecter avec des personnes âgées dans des maisons de retraite, d'aller connecter avec des gars qui sont en bas de chez moi. En fait, une vie normale. En fait, je suis un mec normal. Parce que les mecs comme moi, ils sont pas chez eux de 14 heures à 23 heures, en fait. Hmm. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, on me dit que j'ai beaucoup d'argent et que je suis un privilégié. Ok, ça c'est cool pour la télé. Mais concrètement, je m'emmerde tous les jours. Je me nourris pas suffisamment de ce qui est important. Et j'ai besoin, en dehors du foot, d'aller me nourrir de trucs. Et moi, rester en attendant que un truc se passe, j'en suis incapable. Ouais, c'est complètement le terme, je pense, de trouver quelque chose qui te nourrit, qui, voilà, qui t'alimente le cerveau, tes pensées, d'être en phase simplement avec ce que tu aimes au quotidien et pas se Mm. cantonner à ce qu'on te dit ou à ce qu'on essaie de t'imposer dans des structures, dans des clubs. Il y a quelques années, il y a une étude qui est sortie sur la capacité à se ressourcer mentalement. Et en fait, Mm. les conclusions, c'était de sortir de son activité. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'athlètes dans le foot qui, dès lors qu'on a un week-end de libre, dès lors qu'on a des trêves, restent en fait dans le foot, vont faire des foot, regardent des matchs de foot, jouent jouent à la play au foot. Et, et en fait, de s'ouvrir à d'autres champs, ça permet aussi Mm. de se nourrir et de devenir après Et meilleur quand tu reviens à cette pratique-là. bien sûr, alors il y a certains profils, on entend souvent parler de Mbappé ou Thierry Henry, qui étaient vraiment des ultra passionnés, qui le sont encore aujourd'hui, et qui sont capables de regarder un milliard de matchs dans la journée, de rester connectés avec le foot, parce qu'ils en ont besoin. Eux, ça les nourrit.
Et tu vois, hier, j'avais une séance, super intéressante, on en parle d'ailleurs. J'avais une séance avec un joueur en Ligue 1 la problématique qu'il rencontre, c'est qu'il me disait, tu vois, maintenant qu'on a démarré l'accompagnement, je me suis autorisé à me dire, mais qu'est-ce qui me plaisait vraiment quand j'étais petit? Avant même de vouloir être footballeur professionnel, je voulais surtout devenir prof de sport. Mm. Et en fait, il venait juste de s'inscrire à la fac, il venait d'avoir eu l'autorisation, il vient de s'inscrire à la fac, et un mec qui vient de s'inscrire à la fac, mais qui est dans le monde professionnel, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas. Sauf que lui, ça lui plaît. Et il sait que demain, peut-être qu'il deviendra coach, peut-être qu'il deviendra professeur de sport, peut-être qu'il montera sa boîte. Et en fait, au fur et à mesure où on discutait, il me disait que ce qui lui plaisait le plus, c'était ça, c'était au travers de sa carrière, on retraçait un peu son début de carrière, et je lui disais, attends, 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 attends. Tu es en train de me dire que, donc toi, tu es un mec résilient depuis que tu es petit, ok? Tu es un mec qui a toujours été autonome parce que très jeune, euh, via ton histoire familiale, tu as dû t'occuper de la famille, donc résilience, autonomie, ok? Et t'aimes développer ton cerveau, ok? On appelle ça comment dans le monde du travail? Et il me dit, bah, je sais pas. Je lui dis, bah, à ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est un employé ou c'est un entrepreneur? Quelqu'un qui est résilient, qui adore l'autonomie et qui est passionné par le développement perso. Et qui adore gérer, qui est leader, puisque le mec était capitaine. Il me dit, bah ouais, en fait, je suis déjà chef d'entreprise. Et en fait, il ne s'autorisait pas, comme il est dans la case footballeur, footballeur égale neuneu, dans son idée à lui, dans ses Mm. règles du jeu, bah comme footballeur égale pas très intelligent, bah en fait, les entrepreneurs, c'est des mecs super intelligents. Mais pas du tout. Les entrepreneurs, ils ont exactement les mêmes skills que toi. Ils sont endurants sur la résilience, ils sont autonomes, ils aiment se développer, et puis ils sont leaders. C'est des leaders déjà. Moi, je pense que la majorité des athlètes ont une forme de leadership, et en fait, ce sont déjà des entrepreneurs. Alors, il existe plein de formes d'entrepreneurs, mais ils le sont déjà, sans le savoir. Parce que depuis 12 ans, en fait, tu dois être acteur de ta carrière. En fait, tu es déjà chef d'entreprise de ta carrière, tout seul. Mm. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair, et du coup, ça m'évoque dans ce que tu dis euh, beaucoup de frustration au final. J'ai l'impression que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, de se dire, voilà, un joueur de foot pro, un athlète pro, de manière générale, les gens ont l'idée que, voilà, comme tu dis, c'est les après-midi, t'es tranquille, t'as rien à faire, c'est reposant, et au final, il y a beaucoup de frustration chez ces joueurs-là après des années. Donc, tu travailles aussi beaucoup sur ça pour les aider à se reconnecter à des choses simples. Bien sûr, et puis là, évidemment que la frustration, c'est un sujet majeur chez les athlètes. Je suis frustré de ne pas jouer, je suis frustré d'être blessé, je suis Mm. frustré avec l'entraîneur, je suis frustré avec les coéquipiers, je suis frustré avec mon agent, je suis frustré avec... Enfin, la frustration, ils la vivent tout le temps, mais comme monsieur et madame tout le monde, dans leur vie, entre guillemets, normale. Sauf que eux, depuis qu'ils sont tout petits, ils sont habitués à vivre des pics émotionnels permanents. Dans l'extrême joie quand ils gagnent, ou dans l'extrême tristesse quand ils perdent, ou dans l'extrême surprise, tiens, je suis titulaire ou je vais en équipe de France, et dans l'extrême colère, où je rentre dans une énorme frustration, où je suis même plus agacé, je deviens fou, quoi. Et lorsqu'ils arrivent déjà à mettre un mot sur, ah, c'est une émotion, ah, du coup, c'est une émotion inconfortable, ben, c'est pas grave, c'est cool. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut me dire cette émotion? En gros, mon cerveau me parle, mais j'ai pas le décodeur. Ce décodeur, je ne le comprends pas. Donc, de comprendre déjà que cette frustration, c'est une émotion, et comment j'apprends à gérer les émotions inconfortables. Parce que finalement, s'ils ne sont pas prêts à aimer la frustration, il faut qu'ils changent de métier. Si tu veux pas vivre une carrière de frustration dans le foot, ça veut dire que tu n'es pas prêt non plus à vivre une carrière où ça va être mortel. Parce que tu vas vivre les deux côtés. Sur une saison, normalement, tu as autant de moments où tu vis de la frustration et de la super joie. Et donc, dans une carrière, tu sais que tu vas la vivre. Et les plus grands athlètes, eux, Nadal l'explique très bien, donc Djokovic, c'est que ces émotions inconfortables, la peur, la tristesse, le dégoût, la colère, ben en fait, ils apprennent à l'aimer et ils apprennent à mettre des mots sur de quoi j'ai besoin quand cette émotion me traverse. Et ensuite, ils sont capables de le faire non seulement à l'entraînement tous les jours, mais ensuite en match, et de voir qu'en match, bah pour switcher, ils mettent quelquefois moins d'une minute, quand des mecs vont mettre 3 ans. Ah, ça fait 3 ans que je suis frustré en match. Et ouais, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas compris le besoin
primaire ou secondaire d'une émotion. Donc oui, la frustration, c'est un vrai sujet chez beaucoup d'athlètes, très jeunes, en carrière ou en fin de carrière. Moi, je me souviens avoir bossé avec un mec en équipe de France qui me disait, mais en fait, j'ai jamais compris la différence entre la colère, la tristesse, le dégoût, la frustration. Enfin, je sais même pas où ça se passe. Bon, c'est pareil, quoi. Non, 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 non. Quand ensuite on a pu mettre des mots et de voir que dans son corps, il réagit différemment quand il vit du dégoût, quand il vit de la surprise, quand il vit de la colère, quand il vit de la tristesse, avec différentes intensités. Mais je dis, mais attends, mais pourquoi on ne l'apprend pas ça? Pourquoi est-ce qu'en centre de formation, on ne nous apprend pas la base des émotions pendant un match, quoi? Avec les différentes intensités, et Coco, il y a peut-être un besoin derrière. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Ouais, mais le besoin primaire, je le connais, j'ai besoin de jouer. Ouais, ça c'est le besoin primaire, mais tu as peut-être un besoin secondaire que tu n'as pas vraiment nourri depuis 3 semaines. Ah bah c'est vrai que depuis 3 semaines, en fait, je bug dans ma chambre toutes les après-midi, et en fait, je suis déjà un entrepreneur, et je m'emmerde. Donc je nourris pas suffisamment ce qui est trop important pour moi tous les jours, et j'essaye de configurer ma tête comme Ronaldo, mais en fait, j'y arrive pas. Parce que je suis pas né comme lui, et j'ai rien de perçu que ce que lui a perçu dans la pauvreté, l'alcoolisme de son père. Non, moi j'ai une famille normale. J'aime le foot profondément, et donc j'ai besoin de me nourrir de ce qui m'importe. Moi, pas Ronaldo. Et c'est ce qu'on voit malheureusement trop dans le football, c'est bah, entraînez-vous comme Ronaldo, vous réussirez. Bah, moi, je leur dis aux mecs, t'entraînes surtout pas comme Ronaldo, parce que c'est là où tu vas échouer. Oui, dans la discipline, tu peux t'en inspirer par moment, mais copie jamais sa vie. Tu vas tomber en dépression et tu feras partie des 40% de footballeurs dépressifs. Hmm. C'est trop cool que tu évoques ça. Euh, D'ailleurs, est-ce que il y a des athlètes qui viennent te voir et chez qui tu décèles un état dépressif, un burn-out, un- voilà, quelque chose un trop-plein de tout? Certains sont... Alors, ceux qui ont cet état-là, très souvent, c'est que au plus profond d'eux-mêmes, il n'y a plus de flamme. Et quand, dans ton domaine, tu n'as plus la flamme et tu pensais que c'était la flamme qui t'emporterait jusqu'à la fin, bah, tu ne peux plus avancer, quoi. Hmm. Tu n'as plus envie de t'entraîner, l'odeur du terrain te dégoûte, tu fais des attaques de panique dans ta voiture ou dans le bus avant d'aller au match. À la mi-temps, tu demandes à sortir parce que ça va pas, parce que tu as la tête qui tourne. J'en ai des athlètes qui ont ça. Mais le dénominateur commun, c'est qu'à partir du moment où, sauf cas extraordinaire où potentiellement il faut un suivi différent, avec peut-être même un suivi médicamenteux, voilà. Je te parle des cas classiques, hein. Hmm. Classiquement, lorsque ils arrivent à mettre des mots sur, OK, mais en fait, qu'est-ce qui a changé depuis que j'ai plus la flamme? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai plus la flamme? Et finalement, de quoi est-ce que j'ai besoin pour la retrouver? Si j'ai besoin de la retrouver. Mais tu vois, on me demande souvent, mais c'est quoi tes plus grosses réussites? Et je donne souvent cet exemple qui est contradictoire, mais c'est d'un footballeur qui a arrêté sa carrière. Et pour moi, c'est une des plus belles réussites parce que c'est un mec qui se blessait tout le temps. Il se blessait à répétition. Il pétait de partout. Ischio, quadri, mollet. Physiquement, il pétait de partout. Il faisait de la prépa physique. Ils ont essayé 15 fois dans son club de lui mettre ci, de lui mettre ça. Ils ont essayé plein de trucs. Euh, il faisait un peu de yoga avec le préparateur mental du club. Bon, ça, on pourra en reparler. D'ailleurs, il faisait du yoga, donc ça l'aidait un peu, mais il voyait bien qu'il explosait de partout. Et quand on a commencé à bosser ensemble, j'ai bien dit à son agent, moi, je veux bien bosser avec lui. Mais potentiellement, vu le profil, puisqu'on a déjà fait une séance, peut-être qu'un jour, il arrêtera sa carrière. Est-ce que tu es OK avec ça? Il me dit, oui, moi, je veux son bien. OK. Bon, quand on en reparle aujourd'hui, il me dit, bon, fais pas ça avec tous mes athlètes parce que j'ai plus de boulot. Et le gars, du coup, a arrêté sa carrière. Et aujourd'hui, il est parti dans un tout autre domaine qui est la restauration pour finalement nourrir son rêve le plus profond qu'il avait de kiffer avec mes potes et ouvrir un restaurant dans la région natale de laquelle je viens. Et aujourd'hui, quand il m'envoie des photos et qu'il voyage dans le monde entier pour découvrir les meilleurs plats pour ensuite ouvrir son restaurant, bah, je me sens rempli parce qu'il a réussi à se connecter à ce qui était vraiment important pour lui. Et il avait démarré le foot pour jouer avec ses potes, pas pour faire de l'ultra-performance. Il en est arrivé parce qu'il était performant. Mais finalement, soulever la Coupe du Monde, intérieurement, quand il se regardait devant le miroir le matin, c'était pas le truc qui le rendait fou. Mais soulever la Coupe Super. du Monde du meilleur restaurant où je kiffe le plus avec mes potes, où je leur fais goûter les meilleurs mets possibles dans ma région natale avec les meilleurs producteurs, ah ça, j'ai une énergie débordante dès le matin et je me lève à 6 heures maintenant. Alors qu'avant, quand Hmm. j'étais dans le monde pro,
il fallait que je me lève et j'étais fatigué, j'avais pas d'énergie en fait. Et mon corps l'a bien vu. Ouais, tu vas c'est faire quelque chose en le subissant ou faire quelque chose, avec la flamme. Mais franchement, c'est hyper intéressant. Merci pour tout, parce que en plus, t'anticipes plein de questions que j'ai, donc c'est Ah, top. cool. J'allais te demander, euh, est-ce que souvent cet élément déclencheur, parce que moi ça m'intéresse du coup avec l'émission que j'ai actuellement, est-ce que les blessures, une blessure ou des blessures à répétition peuvent être un élément déclencheur sur ça? Tout dépend comment tu vois la blessure. Tu as deux possibilités, je pense. Il y a deux mondes qui s'opposent. Soit je vois la blessure comme un problème, donc il y a un déséquilibre dans mon corps et ben, j'ai besoin de le résoudre et je vais faire des exercices spécifiques pour. Soit je vois la blessure comme une opportunité. Comme l'opportunité, moi je tendrai plus vers la deuxième possibilité, même si bien sûr, encore une fois, il y a plein d'athlètes qui ont de gros déséquilibres et qui ont besoin d'abord de passer par la case rééquilibrage, préparation physique pure et dure. Ok. Mais lorsqu'il y a des blessures à répétition, c'est là où moi, l'alerte me dit, OK, l'athlète se blesse à répétition, potentiellement souvent au même endroit, et que les déséquilibres ont déjà été gérés par la préparation physique du club depuis quelques mois, quelques années, et pourtant, le mec continue à se péter. Et c'est là où je me dis, et finalement, est-ce que ce ne serait pas le symptôme qu'il y a quelque chose dans sa vie, donc dans tous ses domaines de vie, parce qu'il n'y a pas que le foot, est-ce qu'il y a quelque chose à rééquilibrer? Est-ce que là, finalement, est-ce que le mec fait ce qu'il aime vraiment au plus profond tous les jours? Ou est-ce que son corps vient lui dire, hé Coco, au moins quand je suis blessé, tu vas pouvoir kiffer ce que tu veux. Et très souvent, quand l'athlète se blesse, il se remet à faire des choses qu'il ne faisait plus et qu'il ne s'autorisait plus à faire. Ben, je viens de me faire un croisé, bon, j'en ai pour un an. Ben, je me suis rendu compte que ben, je suis allé sur les terres natales de mon père. Et ça a été tellement émotionnel pour moi ben, que je me suis rendu compte que c'était important pour moi de savoir d'où je venais. Et ça, je ne l'avais pas compris avant. Avant les vacances, je partais à Dubaï, je partais à Miami, je faisais comme tous les footballeurs. Mais Mhm. moi, dans ma blessure, on m'a dit, bah là, pendant un mois, c'est off. Avant de te faire opérer, tu peux faire ce que tu veux ou après l'opération. Bah, je suis allé dans un pays, je suis allé voyager, je suis allé reconnecter avec mes amis d'enfance, je suis allé voir des amis, j'ai démarré une formation, je me suis reconnecté à des livres. Bref, bizarrement, quand tout est possible, je me reconnecte à des choses qui sont naturellement importantes pour moi. Moi, j'appelle ça le système de valeurs. Et lorsque l'athlète revient à la compétition, attention, n'oublie pas que ce qui est le plus important pour toi, certes, le foot est dans ton système de valeurs, mais pas que. N'oublie pas qu'il y a peut-être avec de la lecture, il y a peut-être avec de l'entrepreneuriat, il y a peut-être avec ta famille, il y a peut-être avec tes potes d'enfance, il y a peut-être avec une personne qui est chère et que tu voyais plus, qui est plus important que Netflix, qui est plus important que manger, dormir, penser que foot comme Ronaldo, parce qu'en fait, on me dit depuis tout petit, et tous les entraîneurs me le disent, si t'es pas comme Ronaldo, tu ne réussiras pas. Mais en fait, j'y ai cru. Mais c'est pas ça dont j'ai besoin. Moi, c'est pas cette carrière qui me fait rêver. Ouais. J'espère que ceux qui écouteront le podcast prendront autant de plaisir que ce que je suis en train de le faire. Franchement, c'est C'est top. cool. Ah, moi Euh, aussi. tu parlais de yoga tout à l'heure, du coup, en disant que on pourrait revenir dessus. Ouais. Ça m'intéresse. Est-ce que tu as des choses à dire spécifiquement sur ça ou pas? Ben, je trouve que c'est une pratique qui se démocratise dans les centres de formation et je trouve ça génial que dans les centres de formation et même les pros, et dans le rugby, je le vois aussi, ils aient accès au yoga, qu'ils le pratiquent et qu'ils le fassent. Ça, c'est trop bien. La seule problématique que je vois, c'est lorsque l'athlète va voir le préparateur mental qui est prof de yoga, qui est aussi prof de pilates, qui fait un peu de sophro, qui fait aussi de la méditation, mais qui te propose aussi de faire de la PNL, qui à un moment donné peut te faire de la visualisation, et peut-être qu'à la fin de la journée, il peut te proposer un café. Quand c'est monsieur qui fait tout, est-ce qu'il est bon dans un seul domaine? Je suis moins sûr. Mais par contre, lorsque des athlètes, et j'en ai plein qui ont une ou un super prof de yoga qui vient et qui vit le truc parce que dans son système de valeurs, le prof de yoga, c'est le truc qui le drive au quotidien, comparé peut-être à l'autre préparateur mental qui a fait une formation de yoga et en fait, il te fait faire du yoga comme il fait faire du pilate et il fait faire la vaisselle et puis en même temps, il te fait faire une petite visualisation et puis ferme les yeux, on va faire de la cohérence cardiaque. Bah, c'est là où ça m'interroge. Donc oui, le yoga est super intéressant et je pense que plus l'athlète va s'ouvrir, et on voit d'ailleurs que les athlètes qui performent le plus, très souvent, physiquement, tu me diras si je me trompe, mais c'est des mecs qui ont eu accès à plein d'activités différentes depuis tout petit. Et le yoga en fait partie.
Ouais, mais ça c'est clair. J'avais évoqué ça dans un précédent podcast sur l'hyperspécialisation précoce. Ça, c'est un fléau qui est quand même assez prépondérant dans le foot. Ouais, Souvent dans les jeunes catégories, tu t'aperçois qu'il y a des athlètes qui arrivent, je dis athlètes volontairement parce que des joueurs de foot qui arrivent à 13 14 ans, mais qu'en fait, sur leurs années antérieures, on fait du tennis, ouais, on fait du handball, on fait de la gym. C'est souvent des mecs. Et puis, ça pourrait dévier sur un tout autre thème, mais il y a un plateau aussi de performance que tu atteins très vite. Et si l'athlète a commencé le foot et est resté que dans le foot à partir de 6 ans, il va atteindre un plateau de performance très tôt qui va avoir du mal à maintenir ok. sur la durée, en tout cas Ouais, je suis d'accord. sur l'aspect athlétique. Mais je pense que l'aspect mental, il joue aussi beaucoup. D'être que dans une activité, comme tu disais, Ouais, hormis extraterrestres, Thierry Henry, Mbappé ou autres, exactement. qui restent que On, dans on- ce on domaine. est, on est bien d'accord que c'est ce que je répète aux athlètes toute la journée. Les athlètes ont été habitués depuis petit à voir et à entendre parler de trajectoires de carrière anormales. Les Thierry Henry, les Mbappé, c'est des trajectoires de vie et des trajectoires de carrière qui sont anormales. Et aujourd'hui, un athlète qui a une carrière normale, c'est qu'il arrive à la fin du centre de formation à un certain âge, potentiellement pro vers 21, 22, 23 ans, et potentiellement qui continue et qui arrive peut-être en Ligue 1 à 27, 28 ans. Ça, c'est une carrière normale de 90, 95, peut-être même 99% des footballeurs. Mais tant que tu fais croire aux athlètes que si tu n'es pas Mbappé à 16 ans à Monaco, Mm. titulaire, en fait, tu as raté ta carrière. Et malheureusement, trop de jeunes papas forcent un peu ces dynamiques depuis très jeune pour que les enfants surperforment très jeunes. Mais malheureusement, quand à 20 ans, ils m'appellent, ils me disent bah, j'ai plus la flamme. Ouais, mais je sais pourquoi tu n'as plus la flamme. Parce que tu es cramé, en fait. Et pourquoi tu es cramé? Parce que, est-ce que toi, penser, manger, dormir, foot, toute la journée, 365 jours depuis 10 ans comme Thierry Henry, t'aimes ça? Bah non. Mm. Avoir ce fonctionnement-là, il y en a peut-être quelques-uns qui sont capables. Mais la majorité des footballeurs, ils ont besoin de se nourrir d'autre chose. Et c'est OK en fait. C'est pas des robots toute la journée de manger, dormir, que foot, foot, foot tout le temps. Il y a peut-être un moment où tu as besoin de t'ouvrir pour accéder à un nouvel élan dans ta carrière. C'est clair. Euh, Au niveau des facteurs qui peuvent engendrer de la frustration, comme on a dit tout à l'heure, il y a plein d'éléments. Ça peut être de la blessure, ça peut être des choix du coach, ça peut être tout simplement voilà, le fait de ne pas pouvoir profiter pleinement de sa vie ou de ne pas être en phase. Euh, Est-ce que de temps en temps, tu évoques les réseaux sociaux avec les joueurs? Parce que sur les générations actuelles, Mm. c'est quelque chose qui peut aussi engendrer beaucoup de frustration. Parfois, on tombe sur des choses qu'on ne souhaitait pas forcément chercher, Mm. qui peuvent du coup nourrir beaucoup de frustration ou de stress ou de crainte. Est-ce que ça, c'est des choses que tu évoques? Alors, ça m'arrive avec les athlètes. Alors, je travaille beaucoup moins avec les très jeunes. Et quand au début, je travaillais avec des très jeunes, bien sûr qu'on l'évoquait. Euh, le côté bénéfique des réseaux sociaux, parce qu'il y en a plein, et d'aller t'abonner aux choses qui te nourrissent, encore une fois, pas les choses qui font que tu es acteur, t'es passif, mais que tu deviens acteur. Donc, si tu kiffes, peut-être même tout jeune, tu kiffes les échecs, peut-être abonne-toi à des pages d'échecs. Si tu kiffes euh, demain de devenir prof de sport, peut-être abonne-toi à des pages de super coach. Et donc, tu vas apprendre des choses. Là, ça devient intéressant, les réseaux sociaux. Peut-être de leur amener cette perspective. Aujourd'hui, avec des pros, bien sûr que ils sont alertés dans les clubs et auprès des entraîneurs que trop d'utilisation des réseaux sociaux diminue ton attention et diminue donc ta concentration. Potentiellement, c'est ce qui va t'arriver en match. Parce que tu as besoin pendant 1h30 d'avoir un niveau de concentration extrêmement élevé et de leur montrer. Moi, je leur pose toujours les questions. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? C'est de lire un bouquin pendant 1 heure ou te mettre devant Instagram toute la journée ou devant TikTok pendant 1 heure?
Ils me disent non, non, lire, c'est bien plus dur. Ok, maintenant on revient sur le terrain. C'est plus dur pour toi de rester concentré sur le ballon, le joueur et ta position par rapport au joueur pendant 1 heure ou de te mater TikTok. Il me dit, bah, donc c'est exactement pareil. Et tu as plus de chances demain d'améliorer ta concentration parce qu'aujourd'hui on l'a évalué et tu as une concentration que tu as envie d'améliorer. Tu as plus de chances de l'améliorer en allant lire de temps en temps des trucs qui t'inspirent ou de continuer à regarder TikTok. Une fois que la tête trouve la réponse, c'est lui qui devient acteur de ça. Et il me dit, bah, depuis que, alors c'est pas forcément que de la lecture, hein, c'est depuis que je vais jouer aux échecs, je vais lire un truc, je vais faire une formation, je vais regarder une émission, ça peut être une émission, je vais regarder un film inspirant sur Netflix, plus que un lavage de cerveau sur TikTok, ah, je vois la différence déjà au bout de quelques mois. Et je vois que mon entraîneur me dit, dis donc, tu es quand même plus concentré. Ça fait quelques semaines que je l'ai remarqué, mais déjà à l'entraînement, tu as moins de sautes de concentration, moins d'erreurs techniques. En match, je le vois. L'athlète redevient acteur, il se dit, ah ok, j'ai un impact sur ma concentration, direct. Pour arriver à ce travail-là, quelle est la durée moyenne des accompagnements pour vraiment arriver à ces résultats-là d'amélioration de la concentration, de gestion de tous les perturbateurs de vie, d'être en phase avec Ouais. soi-même, de se fixer correctement les objectifs? Très bonne question. Je ne vends pas du rêve quand je démarre un accompagnement avec un athlète, donc je leur dis toujours, si tu veux qu'on bosse ensemble, on part au moins sur 3 mois, 6 mois. Sinon, si tu veux juste faire de l'utilisation d'outils, je ne suis pas la meilleure personne pour t'accompagner. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a des athlètes qui, au bout de quelques mois, voient déjà des progrès très rapides, quand d'autres vont avoir besoin presque d'années, si on prend l'exemple de la concentration. Donc, te donner aujourd'hui un mode d'emploi de la concentration qui dure tant de temps, ce serait faux. Je ne peux pas te le donner sur un outil en particulier. Parce que ça dépend de ce qu'a perçu l'athlète, ça dépend de là où il en est aujourd'hui, de son identité, de la prochaine identité qu'il va avoir besoin de faire évoluer pour devenir un joueur meilleur, devenir un meilleur mari, un meilleur papa, un meilleur pote, un meilleur euh, lecteur, bref, une meilleure personne, donc une identité différente. Et certains mettent plus de temps que d'autres, et en fait, c'est OK, c'est juste leur chemin. C'est là où ils commencent à être frustrés que ça devrait être plus rapide parce que mon pote, il a mis moins de temps. Mais c'est là où tu te trompes parce que ton chemin à toi, c'est peut-être de mettre 2 ans. Et pendant 2 ans, entre guillemets, de vivre de la frustration en national, en Ligue 2, pour ensuite démarrer. Mais ton pote, lui, peut-être qu'il était en Ligue 1, mais il est redescendu en national et il y est resté. De développer vraiment cette pensée à long terme. C'est pour ça que dans mes accompagnements, je dis aux gars, si tu veux bosser, pas de problème, mais on part au moins sur 3 mois. Après, tu choisis. Après, il y a des joueurs avec lesquels je bosse depuis des années, certains qui n'ont plus besoin parce qu'ils sont devenus tellement autonomes et c'est trop bien. Et on se voit qu'une fois par an, quelquefois 2 fois par an et ça suffit. Et quelquefois, on se voit plus. Ça dépend de lui, c'est lui qui choisit. S'il estime être complètement autonome, tant mieux. En général, il y a besoin d'un au minimum 3 mois et ensuite, c'est en nombre de mois successifs ou un nombre d'années. Ouais, c'est intéressant. Après, ça me semble aussi cohérent ce que tu évoques sur la durée, en sachant que, comme tu l'as dit au début de l'entretien, tu vas accompagner l'athlète pour lui aider à atteindre son autonomie. Et au final, c'est un peu anti-business et anti-entrepreneuriat de se dire qu'il y a une limite à l'accompagnement et alors je pense que tu es très loin de penser ça, mais au final, ces joueurs-là qui sont aussi tes clients, de se dire, un client qui part, j'ai réussi. Alors que, Eh ouais, on pourrait se dire, en fait, dans le business, plus tu les gardes longtemps, mieux c'est. Mais moi, dans la prépa, c'est pareil, c'est ce que je dis à mes athlètes, aux personnes que je suis. Tu vas pas avoir besoin de moi pendant 15 ans. Sinon, c'est que j'ai loupé quelque chose. je suis d'accord avec toi et je pense que c'est toujours la même rengaine qu'on donne à nos athlètes. Ça dépend si tu veux penser sur très court terme ou sur le long terme. Oui, potentiellement, je ne suis pas le préparateur mental qui gagne le mieux ma vie, mais les gars, dans 20 ans, je suis toujours là, hein. Dans 20 ans, je suis encore là. Et mes athlètes, dans 20 ans, sûrement que bah, quand ils feront leur mariage, ils m'inviteront. Peut-être que toi, non, mais tu es peut-être le mec le plus riche. Mm. Ça dépend ce que tu veux. Moi, ce qui me passionne, c'est créer des relations uniques avec des athlètes de haut niveau pour qu'ils deviennent beaucoup plus équilibrés dans
une vie avec des changements émotionnels exceptionnels. Ça me parle. Par Mm. contre, de savoir que dans 2 ans, j'aurai un meilleur compte en banque que mon athlète, ça m'intéresse moins. Ouais, c'est très clair et je suis plutôt en phase avec ça. C'est quoi tes hobbies? Moi, je suis passionné de développement perso, donc je suis toujours en train de chercher des nouvelles formations, des nouveaux bouquins, donc ça me passionne. Un grand passionné de sport et de ma famille. C'est mes trois, on parlait tout à l'heure du système de valeurs, c'est ce qui me nourrit au quotidien. Tu vois, je te donne un exemple, ça rend fou ma femme, mais quand on est en vacances, là, on va partir à Noël, ma femme est italienne, donc on va beaucoup en Italie. Euh, je sais que pendant les vacances de Noël, c'est hors de question que pendant 2 semaines, je fasse pas au moins 1 ou 2 séances avec les athlètes que je préfère. Quand on part en vacances l'été, qu'il y a 3 semaines, un mois avec les enfants, je garde 1 ou 2 séances par semaine avec les discussions que j'ai vraiment envie d'avoir avec certains athlètes, parce que ça me nourrit. Et je sais que si je le fais pas, bah, je risque d'être rapidement insupportable et frustré avec ma famille. Mm. Avec Et mes enfants et ma femme, ça va devenir un enfer, c'est sûr. c'est aussi ton équilibre du coup. Ah ouais, C'est pas du tout une contrainte de vie, mais c'est quelque chose qui c'est t'apporte. l'histoire, c'est mon histoire. J'ai toujours aimé, j'ai été éducateur pendant que j'étais à l'université, éducateur des jeunes, tu vois. Et puis ensuite, avec mon entreprise, j'ai plus eu le temps de le faire, donc j'ai arrêté de le faire. Et là, depuis cette année, puisque mon fils a commencé le foot il y a un an, cette année, le club m'a demandé, dans le club dans lequel il est à côté, écoute, est-ce que ça t'intéresserait? Je me suis dit, ah non, j'ai pas le temps, j'ai toujours mes trucs. Je me suis dit, mais attends, est-ce que finalement, c'est pas le truc qui te crée de l'énergie? Et depuis que je le fais, tu vois, une fois par semaine, plus le samedi, ils ont des plateaux, à cet âge-là, c'est encore des minots, tu vois. En fait, je me suis rendu compte que ça me défatigue d'être avec eux. Et ça me recrée de l'énergie et ça me libère de l'espace mental. Parce que profondément, j'adore coacher, quoi. Dans le foot avec les petits, parce que j'ai commencé comme ça. Ensuite, je l'ai fait dans la santé physique et j'ai coaché des gens pendant presque 15 ans. Et maintenant, dans la santé mentale. Et peut-être que dans 20 ans, ce sera dans autre chose. Mais ce sera toujours dans le coaching, ça c'est sûr. Ok, super. Bon, ouais, c'est top. Est-ce qu'il y a un sujet ou des choses que tu aimerais aborder avant de clôturer notre Oui, il y a échange? plein de trucs que j'aimerais aborder avec toi. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on se refasse un podcast, mais cette fois-ci, c'est moi qui t'interroge. Ouais, avec grand plaisir. On essaiera de trouver une date qui nous Ouais. convienne rapidement, mais avec grand plaisir. Ouais, on fait ça, tu sais, comme les footballeurs qui font les saisons 2024-2025. On va trouver un créneau. Top. Merci Pierre, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxence.